Alors, nous allons reprendre l'explication de Aube de Rimbaud à partir de là où nous étions arrêtés. Avant de repasser à l'explication du poème, je voulais vous faire écouter un extrait de musique symboliste. On a écouté quelques secondes de la chevauchée des Valkyries de Wagner, et là, je voulais vous faire écouter un extrait de Peer Gynt d'Edvard Grieg sur un livret d'Ibsen à partir d'une pièce de Ibsen. Et donc, je vous ai mis une petite vidéo. Alors, le son va être enregistré à partir de la vidéo, ce ne sera pas très joli. Je le crains, mais j'espère que vous aurez la curiosité d'aller écouter vous-même cet enregistrement. Voilà, on s'est offert presque 3 minutes, enfin 3 minutes de pure beauté, de pure mélancolie. J'espère que vous avez goûté la qualité technique absolument incroyable de cette chanteuse, l'émotion que sa voix fait passer, à quel point voilà, cette technique est fine, subtile, élégante et raffinée. Vous aviez aussi affaire à un immense chef d'orchestre, Némé Jardy, et vous avez vu le monde qui est quand même venu honorer ces fleurons de l'art occidental que sont ces pièces de chant lyrique. Alors, revenons à notre poème de Rimbaud, donc contemporain de tous ces éléments-là, donc c'est un petit peu après. Nous en étions donc à la strophe 5. Alors je levais un à un les voiles dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je les dénonçais au coq, à la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. Donc je vous avais rappelé qu'il s'agissait ici de un voile, et non pas d'une voile. Et donc, ça indique le mystère. Le voile est ce qui vous empêche d'accéder directement à l'objet que vous voulez considérer. C'est ce qui vient brouiller votre perception, ce qui vient vous empêcher de voir. Et ici, les voiles ont aussi une signification. C'est compliqué de mettre les lettres dans le bon sens. Signification érotique implicite, mais légère. On n'est pas dans l'érotisme gras, évidemment. On est dans quelque chose de très subtil, de très léger, puisque le dévoilement, c'est le striptease. Le dévoilement, c'est aussi ce qui permet d'accéder à la vérité nue et repenser à la fable de Florian. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, c'est un fabuliste du 19e siècle. Je vous la mettrai peut-être sur École Directe. La fable et la vérité nue. Et dans cette fable, Florian met en scène la vérité nue qui donc agresse les gens par le côté sordide et violent de sa nudité, et la fable qui se présente entourée de voiles, ornée, décorée de pierreries, attractive, chatoyante, lumineuse. Et donc la vérité dit à la femme: écoute, c'est pas étonnant, tu es nue, c'est complètement repoussant, comment veux-tu que les gens t'acceptent chez eux? Viens avec moi, cache-toi sous mon manteau, et à nous deux nous passerons. Donc le voile, c'est ce qui nous empêche d'accéder à la vérité, et dans le même temps, c'est ce qui donne du mystère, de l'étoffe aussi parfois à cette vérité, ce qui nous empêche de nous confronter trop violemment à elle, dans une confrontation qui pourrait être blessante, qui pourrait être insoutenable pour nous. Dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq, à la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. Alors, je vous relis le texte parce que c'est une gourmandise absolue, il est magnifique. On a travaillé un petit peu tout à l'heure sur cette strophe. On a dit on avait ici trois phrases successives dont le volume s'accroissait, la première étant la plus courte, la deuxième venant s'étoffer un petit peu, et la troisième étant constituée de deux propositions indépendantes coordonnées qui font apparaître des verbes, donc qui ont une vraie syntaxe, contrairement aux deux premières qui ne sont que des phrases nominales. Alors, quels sont les lieux évoqués? Les lieux évoqués, ils sont trois, puisque vous avez un rythme ternaire, vous avez l'allée, vous avez la plaine, et puis vous avez la grande ville.
Donc ces 3 lieux sont distincts. Le premier, l'allée, reprend la zone boisée du début du poème, c'est encore la zone du mystère, c'est encore la zone de l'ombre, de l'erreur, de l'inconnu. Et de cette allée, le narrateur va sortir en suivant la lumière. Donc, vous voyez tout le symbolisme de cette action. On sort de l'ombre en étant guidé par la lumière. Alors repensez au poète mage de Victor Hugo. Je vous ai donné un extrait des rayons et des jours. Donc vous pouvez faire la connexion entre les deux. Donc il va sortir de l'allée. Cette allée, elle est toujours désignée comme unique grâce à l'article défini. C'est le même article défini que celui que vous aviez au début dans le sentier ou la route du bois. Puis nous passons à la plaine. La plaine, c'est une zone dégagée. C'est une zone dans laquelle on a une immense visibilité. C'est une zone qui est aussi potentiellement plus humanisée que la forêt, puisque la plaine, c'est le lieu de l'activité agricole. Et donc vous voyez qu'on passe d'un lieu sauvage, le bois, à un lieu urbain, la grande ville, en passant par un lieu intermédiaire qui est la zone rurale agricole. Donc vous voyez que tout est très bien construit. Je vous rappelle, Rimbaud a votre âge quand il écrit ça. Un tout petit peu plus vieux, mais enfin pas beaucoup. Dans la plaine où je l'ai dénoncé au coq. Donc nous avons ici le dialogue inversé qui se remet en place. Dans la deuxième strophe, la fleur lui disait son nom. L'échange de paroles allait de la nature vers le poète. Le poète était le réceptacle de cette parole naturelle, alors qu'ici, le poète est l'émetteur de la parole, et c'est lui qui annonce l'éclosion de la lumière, qui annonce l'éclosion de la vérité aux animaux. Alors pourquoi le coq? Parce que le coq, c'est celui qui chante l'aube, qui chante le matin naissant, qui chante l'arrivée de la lumière, et qui ainsi prévient tous les autres. Donc c'est un lanceur d'alerte, vous voyez, c'est sa fonction dans les fermes. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. Donc, le mouvement s'accélère, puisque vous avez 2 verbes d'action, 2 verbes de mouvement, qui tous les deux disent la course, fuyait et je la chassais. Cette course est une poursuite, et la poursuite dans la littérature, dans la poésie élégiaque antique, et essentiellement dans la poésie élégiaque romaine, elle a une valeur érotique et métapoétique à la fois. Donc la valeur érotique, c'est l'homme qui poursuit la femme pour la violer, en fait, pour s'unir à elle sexuellement. Et la femme qui s'enfuit parce qu'elle ne veut pas. Donc c'est Apollon qui poursuit Daphné, par exemple. Mais en fait, il ne faut pas imaginer que tous les mecs de l'Antiquité, c'était des violeurs. C'est pas du tout ça, en fait. La question, en fait, c'est une métaphore. Ce désir masculin qui se porte vers le corps féminin est une métaphore. Donc le désir érotique masculin, c'est des hommes qui écrivent essentiellement les poésies élégiaques. Le désir érotique masculin est une métaphore du désir poétique, c'est-à-dire de la quête de sens poétique, de la recherche, de la volonté plutôt, de comprendre le mystère de la création poétique. Si vous vous souvenez du tableau, je ne sais pas si on l'a vu ensemble, du tableau de Gustave Moreau. Gustave Moreau, c'est un peintre symboliste. La mort d'Orphée. Vous irez voir ce tableau, il est représenté absolument partout sur Internet. Si vous allez regarder le tableau de Gustave Moreau qui s'intitule La mort d'Orphée, vous allez voir que la tête d'Orphée, démembrée par les Ménades, c'est fidèle de Dionysos, ce dieu du chaos et de la folie. Donc la tête d'Orphée démembrée par les Ménades et sa lyre ont été recueillies après qu'elles ont été jetées dans le Lèbre par les Ménades. Elles ont été recueillies par une femme qui les tient, et vous savez peut-être que même après sa mort, la tête d'Orphée continuait à chanter alors qu'elle était détachée du corps. Et cette femme, c'est l'allégorie de la poésie. La poésie est très
très traditionnellement représenté allégoriquement par une femme. Et donc, cette poursuite de la femme par un homme qui la désire, c'est la poursuite de la poésie elle-même par le poète qui la désire et qui pour autant n'arrive jamais à faire ce qu'il veut, n'arrive jamais à comprendre ce mystère, n'arrive jamais à savoir pourquoi il écrit, comment il écrit, etc. Donc c'est ça, une dimension métapoétique, c'est une dimension qui réfléchit sur la poésie. Toutes les méta-analyses sont des analyses qui réfléchissent sur la constitution même d'un processus. Donc il court comme un mendiant. Un mendiant, c'est quelqu'un à qui il manque quelque chose, c'est quelqu'un qui est en demande. Donc c'est pour ça que le narrateur se compare lui-même à un mendiant. Donc il espère obtenir une réponse de cette déesse lumineuse, il espère qu'elle pourra lui apporter ce qui lui manque, mais il court sur des quais de marbre. Alors là, c'est totalement improbable. On est bien d'accord que le marbre n'est pas du tout un bon matériau pour construire des quais. Alors les quais de marbre, donc c'est irréaliste, parce que le marbre, c'est très précieux, c'est cher, donc on n'en fait pas on n'utilise pas pour des surfaces incroyables, sauf peut-être au Grand Trianon à Versailles. En plus, le marbre, ça déteste l'eau. C'est assez fragile comme matière, c'est extrêmement dur à travailler, parce que justement, ça se brise. Donc c'est absolument absurde de faire des quais de marbre. Donc là encore, vous avez un univers irréel, proche du conte de fées, qui dit l'abondance, la richesse, mais aussi ce monde un peu rêvé dans lequel on est environné de beaux matériaux. Pensez à Candide de Voltaire. Certains ont travaillé l'extrait de l'Eldorado en rattrapage de bac blanc. Ben, vous avez la même chose. Dans l'Eldorado, vous avez des pierreries par terre, vous avez des bâtiments qui sont tous en marbre, en émeraude, en saphir, etc. On est dans un univers utopique, fantasmagorique, qui correspond à l'imaginaire d'un environnement féerique. Et c'est confirmé par les clochers et les dômes. Vous avez ici une jolie assonance en haut qui vient associer les deux. Les clochers, c'est l'image de l'architecture monumentale religieuse. Donc vous avez affaire ici à une architecture monumentale. Les clochers, c'est l'architecture monumentale religieuse, et les dômes, c'est l'architecture monumentale, peut-être aussi religieuse, mais essentiellement laïque, avec des dômes comme ceux de l'Institut de France, par exemple, à Paris. Donc cet univers, cette ville n'est pas réaliste. Les quais, quant à eux, sont des zones frontières. Donc un quai, c'est une zone frontière entre deux univers. Soit l'univers solide et l'univers liquide en cas de quai maritime, par exemple les quais de Seine. Donc le quai, c'est la frontière entre le liquide du fleuve et la ville, donc la terre ferme, soit entre le monde mobile et le monde immobile en cas de quai de gare, par exemple. On est au 19e siècle, Rimbaud est un grand voyageur qui n'a absolument aucun sou, il est pauvre comme Job, et donc il voyage essentiellement à pied. Je vous rappelle, quand il est venu de Charleville à Paris, il est venu à pied, et quand il a 2 francs 3 sous, il voyage en train, ce qui est le voyage le plus économique au 19e siècle, et vous savez que le 19e siècle, c'est le grand essor du rail, donc c'est quelque chose d'assez moderne que tout le monde adore. Aujourd'hui, on aime un peu moins. Donc il est encore entre deux mondes. Vous voyez, dans sa course-poursuite. Et de façon évidente, on peut associer l'univers liquide et l'univers mobile, et associer l'univers de la Terre et l'univers immobile. Les deux images, hein, même si on ne sait pas laquelle des deux doit prévaloir, les deux images sont cohérentes. Et donc il est à la frontière entre ces deux univers, et il n'a pas tranché, en fait, il n'est pas passé dans un camp ni dans l'autre. Et donc il est dans une optique de chasse, et vous voyez que cette chasse, elle est dite dans toute cette strophe à travers, elle est dite musicalement à travers une assonance en A. Alors levait
le wa de voile qui est très proche du a, dans l'allée agitant, bras par la plaine, est à la grand, parmi, courant, mendiant, quai, marbre, la chassait. Donc je ne sais pas si vous l'aviez repéré, mais enfin là, il ne peut pas faire plus lourd, quoi. C'est à la truelle qu'il y va. Et le A, vous vous souvenez du triangle qu'on avait formé pour illustrer l'ouverture et la fermeture des voyelles respectives de notre belle langue française. Le A, c'est la voyelle la plus éclatante. Donc au moment où il dit la poursuite de la lumière, où il dit le mouvement vers la vérité, il était tout à fait cohérent musicalement d'utiliser essentiellement des A. Vous voyez, il est fort, Rimbaud. Il est jeune, mais il est fort. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Strophe 6. On est quasiment au dénouement de l'histoire. Vous vous souvenez que ce poème en prose a une dimension narrative. Il nous raconte une histoire, il met en scène des personnages. Donc 2 personnages, mais ils sont pris dans une intrigue. Et cette intrigue, vous voyez, on est à la fin du poème, elle va se dénouer. En haut de la route, l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Cette strophe 6, elle est construite sur un mouvement descendant. Quand il l'attrape, quand il la rejoint, quand le contact se noue, on est en haut de la route. Cette fameuse route du bois, cette fameuse allée, toujours la même, toujours avec l'article défini. En haut de la route, ils sont symboliquement dans une posture favorable. L'union se fait, le contact se fait, il l'a entouré avec ses voiles amassées. Et là, on se pose quand même une question. Parce que ce qu'il était en train de faire à la strophe précédente, c'était un dévoilement. Il levait un à un les voiles. Alors déjà, pour qu'il les lève un à un, il faut quand même qu'il y en ait un certain nombre. Il levait un à un les voiles, on était dans une dynamique de dévoilement. Or ici, il fait marche arrière. Une fois qu'il est près de la déesse, on aurait pu imaginer qu'il l'eût dévoilé, qu'il ait arraché les derniers voiles qui restaient dans son impatience de voir son corps, de voir la vérité nue. Et au contraire, on voit ici un poète qui, une fois qu'il est tout près, qu'il est à 2 doigts de toucher la vérité, eh bien on voit un poète qui la revoile. Il l'a entourée avec ses voiles amassées. Je l'ai entouré. Le je est sujet. Le L' est COD. La déesse est objet de l'action et le narrateur est sujet. C'est sa propre volonté qui s'exerce à travers cette action. Il ne fait pas ça par hasard, il ne fait pas ça par accident, il ne fait pas ça hors de son contrôle, hors de sa volonté. C'est sa volonté de conserver le mystère et de revoiler la déesse. C'est quand même joli. Je ne sais pas si vous sentez à quel point c'est joli. Donc là, vous pouvez utiliser le texte de Maupassant que je vous ai distribué, dans lequel il nous explique que le monde moderne connaît l'intégralité de la Terre, a exploré toutes les terres, qu'il n'y a plus un caillou qui n'ait été retourné, qu'il n'y a pas un océan qui n'ait été cartographié, et que c'est fascinant pour la science, mais que c'est chiant. Et que le mystère, il est nécessaire au rêve, et que le rêve est nécessaire à la vie. Et que l'homme du 19e siècle, eh ben, il ne sait plus où se cacher dans ce monde entièrement illuminé, dans ce monde entièrement cartographié et répertorié. Il ne sait plus où se cacher pour rêver. Alors il dit heureusement, il reste quelques bois, quelques forêts, il reste l'espace. Bon. Mais finalement, ce mystère nous manque. Et ils étaient bien heureux, ces gens qui vivaient à la frontière de l'inconnu. Donc il a réunit les voiles finalement et il entoure le corps de la déesse. Où fait-il cela? Près d'un bois de laurier. Donc en fait, finalement, vous voyez, il est sorti du bois et il est revenu au bois. Là encore, on se rend compte que ce qui est intéressant, ce n'est pas le dévoilement réellement de la vérité. Ce qui est intéressant, c'est la confrontation énergétique du mystère et de la vérité. Ce qui est intéressant, c'est la quête de vérité, vous voyez, et pas finalement l'obtention de la vérité. C'est comme quand on fait le chemin de Compostelle, on nous dit ce n'est pas nous qui faisons le chemin, c'est le chemin qui nous fait. L'intérêt, c'est pas d'arriver à Compostelle. Vous voyez, c'est pas de se dire bah tiens, je prends un billet d'avion, je vais à Compostelle, dans 2 heures j'y suis. Ça n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, ce sont les 2 mois qu'on passe à marcher. L'arrivée,
Pardon, je meurs. L'arrivée est un phénomène anecdotique. Ce n'est le dénouement de rien, en fait, parce que l'intérêt, c'est le chemin lui-même. Donc c'est comme dans la quête du Graal. L'intérêt, c'est pas de trouver le Graal, l'intérêt, c'est la quête. Donc pourquoi est-il près d'un bois de laurier? Le laurier, c'est l'arbre d'Apollon. Il n'y a pas de bois de laurier. Si vous vous baladez en forêt, dans quelques régions que vous soyez, vous ne trouverez pas de bois de laurier, parce que le laurier n'est pas à proprement parler un arbre sauvage, c'est un arbuste, déjà c'est un arbuste, pas un arbre, et c'est un arbuste d'ornementation, pour autant que le mot ornementation existe, on va dire d'ornement pour être plus sûr. Donc c'est un arbuste d'ornement, et si ornementation ça doit exister quand même, et qu'on utilise en cuisine. Ce n'est pas un arbre qui va former des bois, vous voyez, comme on peut avoir des châtaigneraies, comme on peut avoir des bois de peuplier, des bois de bouleau, des bois de chêne. Donc c'est quelque chose, là encore, qui est artificiel. On n'est pas dans, dans la nature propre, donc ce n'est pas réaliste, mais c'est artificiel. Et ce qui est évoqué ici symboliquement, c'est l'univers poétique, à travers le laurier comme attribut d'Apollon. Le laurier, c'est ce que l'on fait brûler pour que la Pythie puisse s'enthousiasmer, c'est-à-dire pour qu'elle puisse faire entrer le dieu en elle-même et qu'elle puisse ainsi prophétiser. C'est la couronne de laurier dont on honore les poètes qui sont vainqueurs des concours de tragédie ou des concours de poésie ou des concours d'éloquence. Donc c'est c'est l'image même de la poésie. Donc Rimbaud nous donne un petit indice. Vous voyez, c'est construit comme une énigme en fait, son poème, et c'est une énigme, en ça c'est totalement symboliste, c'est une énigme que le lecteur doit décoder progressivement. Et il nous donne un indice ici, nous permettant d'identifier ce narrateur comme un poète. Alors je vous le dis depuis le début, mais en fait, oui, le dévoilement ne se fait que de façon progressive. Et j'ai senti un peu son immense corps. Il a une connaissance de la vérité, il a une connaissance de la déesse, une connaissance sensorielle, j'ai senti, pas une connaissance intellectuelle, pas une connaissance rationnelle, mais une connaissance sensorielle par des perceptions tactiles, par des perceptions aussi peut-être odorantes. J'ai senti son corps, je l'ai senti par le toucher, mais je me suis aussi approchée suffisamment près d'elle pour humer son parfum. Et là, vous pensez à Baudelaire, par exemple, avec tout le délire fantasmatique de Baudelaire autour des parfums féminins. Et il a senti un peu cet immense corps. Vous avez évidemment une antithèse entre un peu et immense. Le narrateur est modeste par rapport à cette découverte, à son appréhension de la vérité, à son appréhension de la lumière et de la déesse. Et cette antithèse est très belle entre un peu et immense, parce que immense en français, évidemment, c'est pauvre, c'est tout petit, ça veut dire très grand. Mais immensus en latin, ça veut dire infini. Vous voyez à quel point ça prend ça se dilate, vous voyez, dès qu'on parle de latin. Et je vous rappelle que Rimbaud, lors de ces dernières années au lycée, a présenté le concours général, et pas n'importe quel concours général, mais concours général de composition de versification latine, donc de composition de vers latin, que le vers latin, il est infiniment plus compliqué que le vers français, et que donc Rimbaud était parfaitement bilingue en latin, mais bilingue non seulement au niveau du sens, de la compréhension de la langue, mais bilingue au niveau musical, puisque lui, il était capable de connaître la longueur de toutes les voyelles, de tous les mots latins. Donc, quand est-ce que le A était bref, quand est-ce que le A était long, quand le A équivalait à une noire en musique et quand le A équivalait à une blanche en musique. Donc, c'est assez magique, vous voyez, cette connaissance. Il n'y a pas beaucoup de professeurs de latin aujourd'hui en France qui ont la connaissance du latin qu'avait un gamin de 15 ans de la fin du 19e siècle, douce époque. Donc, immensus, ici, il faut le prendre au sens étymologique. Je vous ai dit, on ne peut pas tellement étudier Rimbaud si on ne va pas chercher les latinismes derrière ses vers français ou ses phrases françaises. Donc son corps infini, encore dilaté ici par l'allitération S, vous voyez, senti son immense, et
Et donc cet infini, ici, il arrive à être quand même pris dans les bras par le poète. Et là, vous avez ce poète voleur de feu de Rimbaud, vous voyez. On ne peut pas voler, voler du feu. Voilà, on peut prendre une allumette, on peut prendre un bâton avec du feu. Vous voyez, on ne peut pas appréhender le feu, on ne peut pas le prendre dans ses mains. Et le poète, c'est celui qui va réussir ça, vous voyez, qui va réussir à sentir l'infini, qui va réussir à voler le feu. Mais que se passe-t-il à ce moment-là? L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. C'est un mouvement descendant, et donc on peut faire plusieurs hypothèses. Donc, ce qui se passe de façon certaine, c'est une chute. Et la chute, en plus, elle est dite musicalement par l'allitération en B. Aube, tombèrent, bas, du bois. Allitération en B renforcée par la dentale du. Donc on a vraiment là c'est presque enfantin, vous voyez, c'est de la musique de fête foraine, c'est badaboum. Et son vers nous dit, enfin sa phrase nous dit badaboum en fait. Et le couple est formé, vous voyez, jusqu'à présent on n'avait pas tellement eu les deux ensemble dans la même phrase. Ils sont réunis, et au moment où ils sont réunis, c'est la chute. Alors cette chute, qu'est-ce qu'elle symbolise? Est-ce qu'elle symbolise la déception? Est-ce que cette connaissance de la vérité, est-ce que cette connaissance de la lumière, ben, ce n'est pas aussi bien qu'il le pensait, vous voyez. Première hypothèse. Puisque ici, ce qui est dit, c'est l'union. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Ils sont enlacés, ils tombent très certainement ensemble, donc ils roulent ensemble au bas du bois. Ils sont éjectés du bois poétique, puisque le bois, lui, il était en haut de la route, près d'un bois de laurier. Donc s'ils descendent, c'est qu'ils s'éloignent finalement du bois, et ils n'y accèdent pas réellement. Donc on a quand même soit le symbole d'un échec, soit le symbole d'une déception, soit le récit d'un échec. Finalement, en tombant, ils se sont séparés, et finalement le poète n'a pas accédé réellement à cette vérité vers laquelle il était tendu. Dernière strophe. Au réveil, il était midi. Donc ce qu'on remarque ici, c'est l'ellipse. Il nous manque un bout. Un morceau du récit manque. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose, ici. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Toujours pareil, je vous rappelle, Rimbaud latiniste. Enfant, il faut le rattacher à infans, infantis en latin, qui veut dire qui ne parle pas. Donc l'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Dans la société romaine, vous avez plusieurs stades dans la vie. Vous avez d'abord infans, après puer, ensuite adolescens, puis adultus, puis senex. Ah, entre les deux, il y a juvenis en fait, quand même. Donc l'infant, c'est celui qui ne parle pas, grosso modo 0,7 ans. Avant 7 ans, on dit que des conneries. On n'a pas l'âge de raison, donc on n'a pas la conscience absolue de la mort et pas une perception particulièrement fine du bien et du mal, sauf quelques enfants un peu précoces. Donc avant 7 ans, ce qu'on dit n'a absolument aucun intérêt pour les adultes. Infants, il ne parle pas, ce qui ne veut pas dire qu'il bredouille pas, ça veut dire qu'il ne dit pas de trucs intelligents. Puer, c'est l'enfant au sens propre du terme, et nous c'est marrant, on a inversé les deux. Vous voyez, les puéricultrices, elles s'occupent en crèche des enfants, c'est absurde, c'est pas du tout ça l'esprit en fait. Adolescent, celui qui est en train de grandir, c'est un verbe incoatif, SC, là, le petit suffixe SC veut dire en train de, veut dire le processus en cours, et vous avez l'équivalent de l'autre côté, adultus, quand il a fini le processus, le ultus c'est le participe passé, donc en train de mûrir. Et là, c'est mûri, enfin ça veut dire pourri, quoi. Celui qui a fini de mûrir. Vous regardez un fruit, une fois qu'il a fini de mûrir, il n'est pas sur la bonne pente. Au milieu, vous avez juvenis, le jeune, donc l'adulte plein, quoi. Donc grosso modo, le 30-40, adultus, le 40-50, et le senex, le vieillard. Donc, le poète ici, le narrateur, le héros de cette histoire, est qualifié d'enfant. Et donc on voit bien que ce qui est en jeu ici, c'est l'accès au verbe.
Et au verbe au sens propre du terme, hein, au verbe dans le sens quasiment dans lequel l'évangile de Jean vous le présente. In principium erat verbum, et verbum erat apud Deum, et verbum erat Deus. Au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Vous vous souvenez tout ce que je vous ai dit sur le verbe, sur le langage, dans l'introduction à la poésie, avec toute la dimension platonicienne que ça a aussi. Chez Platon, le verbe, c'est Dieu. Chez les chrétiens, le verbe, c'est Dieu. C'est pas un attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même, vous voyez. Donc ici, le narrateur est engagé dans une quête du langage, et du langage absolu, du langage créateur, vous voyez, du langage lumineux, du langage qui est la vérité. Et ça, tout nous le dit dans la poésie de Rimbaud. C'est ce que nous dit la lettre du voyant, c'est ce que nous dit l'alchimie du verbe, c'est ce que nous dit la saison en enfer, c'est ce que nous disent une grande partie des illuminations. Et donc j'en reviens à mon dénouement. En fait, on n'a pas de dénouement. Parce qu'on a une ellipse. Et donc, on a plusieurs hypothèses. Soit il est pudique, donc il y a de la pudeur, ne raconte pas l'union, et garde le secret sur la vérité découverte, parce qu'elle est trop intime, ou parce qu'elle est décevante. On ne sait pas, hein. On ne peut pas que des hypothèses. Et toutes les hypothèses sont contenues dans le texte. Il faut bien imaginer que voilà, si Rimbaud ne nous donne pas la résolution, c'est qu'il veut qu'on fasse toutes les hypothèses. Autre possibilité qui est évoquée par le réveil, tout ça n'existe pas, tout ça n'est qu'un rêve. Tout ça n'est qu'un rêve, et parce qu'en fait on ne sait pas combien de temps il dort. Est-ce qu'il dort pendant le temps de l'ellipse, auquel cas il y a eu contact? Est-ce qu'il dort depuis le début, auquel cas tout cela n'est qu'un rêve? Est-ce qu'il ne dort pas, et que le mot réveil est à prendre simplement au sens métaphorique du terme, au sens ésotérique? Vous vous souvenez, l'égrégore, celui qui éveille, qui initie. Et à ce moment-là, le réveil, c'est l'éveil, c'est-à-dire l'état de conscience nouveau de celui qui a reçu une initiation. Donc, je vous rappelle, 19e siècle, grand siècle de l'ésotérisme, le Sarpé-Ladan, les Rose-Croix, Baudelaire, Victor Hugo qui fait tourner les tables à Guernesey. Ils adorent ça, il y en a partout. Donc, personne n'y échappe, en fait, à l'ésotérisme, surtout pas dans le milieu un peu post-romantique et symboliste. Donc, on a tout ça dans cette ellipse et dans cette dernière strophe. Je vous rappelle, c'est un octosyllabe. On l'avait dit au début quand on avait fait un petit peu le plan du texte. Et donc cet octosyllabe repasse à l'imparfait, alors que le premier octosyllabe était fanfaron, il était éclatant. Vous voyez, il avait un joli passé composé qui disait l'action accomplie, j'ai embrassé l'aube d'été, je l'ai prise dans mes bras. Ici, on passe à l'imparfait, imparfait de narration, imparfait descriptif, tout fade. Mais on revient à la symbolique des époques. Midi, c'est le moment où le soleil est à son zénith. Donc on penche quand même, si on associe cette évocation du midi avec l'évocation initiale, avec la fanfaronnade initiale « J'ai embrassé l'aube d'été », on peut imaginer quand même que nous n'avons pas ici le récit d'un échec réel, mais le récit d'une réussite qui ne va pas se raconter, d'une réussite que le poète va garder pour lui et dont il ne nous donne que des prémices, nous invitant ainsi à le suivre dans sa quête, à effectuer nous-mêmes cette expérience, à effectuer nous-mêmes cette quête. Alors, qui est cette déesse finalement de l'aube? Quelles hypothèses peut-on faire? Alors, je vous laisse y réfléchir, mais voilà, alors, ceux qui veulent y réfléchir en vrai, ils mettent sur pause. Ils réfléchissent et après, ils donnent leur idée. Alors, je vous avais posé des questions, donc normalement, vous y avez déjà réfléchi en amont. Il me semble qu'on peut faire l'hypothèse
pas absurde du fait que la déesse de l'aube est une allégorie de la poésie, en fait, et que l'intégralité du recueil a une valeur métapoétique. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu, que vous voyez comment fonctionne une explication. J'espère que vous ne ferez pas de paraphrase en expliquant ce texte. Vous voyez bien que je n'ai pas raconté le texte en l'expliquant, mais que j'ai vraiment essayé de lui donner du sens. Et là aussi, d'enlever les voiles un à un, de l'expliquer au sens étymologique du terme. Vous vous souvenez, explicare, faire sortir des plis, déplier. Donc on a essayé de déplier ce texte ensemble, enfin là en fait un peu moi toute seule quand même, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et à continuer à réfléchir et à être vous-même éveillé.